Je me présente, je suis Dominique Busseau, directeur du magazine Forbes. Je suis très heureux d'inaugurer avec vous aujourd'hui notre nouvelle rubrique vidéo, Forbes Personnalité. Qu'ils soient grands dirigeants, artistes, sportifs, j'en passe et des meilleurs, ils font rayonner la France à l'international, ils nous font vivre tous les jours. J'ai l'honneur d'inaugurer cette nouvelle rubrique avec Michel-Édouard Leclerc, président du groupement Édouard Leclerc. Bonjour Michel-Édouard. Bonjour, lecteurs et auditeurs et spectateurs de Forbes. Alors Michel-Édouard, tout le monde vous connaît, mais en quelques mots, vous pouvez nous parler de votre parcours, s'il vous plaît? Moi, j'ai un petit 68 ans. Je me sens encore vert, mais j'ai 40 ans de bouteilles dans la distribution française. J'ai démarré aux côtés de mon père, Édouard Leclerc, fondateur de ce mouvement de commerçants indépendants que j'ai amené à la première place de la distribution française en France. Parti de province, nous voilà aujourd'hui avec 600 hypermarchés, avec 650 drives, des sites Internet qui représentent déjà 10% des ventes de notre enseigne, des ventes qui atteignent 35 milliards hors taxes, c'est assez considérable. Et pour le jeune adolescent que j'étais, rétrospectivement, savoir qu'on a doublé Carrefour, Cora, Auchan, c'est une sacrée aventure. Mais c'est une aventure qui nous donne aujourd'hui une grosse responsabilité, évidemment, dans cette crise. Justement, parlons d'actualité, parlons de cette crise sanitaire sans précédent. Est-ce que vous l'aviez anticipé? On anticipe toujours les problèmes, hein. Je suis d'accord avec le vieil adage de feu Jacques Chirac qui disait que les emmerdes, ça volait toujours en escadrille. Et donc, dans nos simulations de gestion de crise, nous avions comme référent la gestion d'épidémies précédentes. Moi, j'ai vécu le H1N1, j'ai vécu le SRAS, j'ai vécu des crises sanitaires ou des malfaçons, la viande de cheval et tout ça. Mais je dois dire que jamais quelque chose d'une telle ampleur, mobilisant ou devant mobiliser non seulement nos propres équipes, mais aussi toute la filière, par exemple, alimentaire. Le président de la République a salué ce qu'il appelle les travailleurs de la deuxième ligne. Mais oui, mais on n'était pas organisé pour être dans un combat aux côtés de nos concurrents, de nos fournisseurs. Et donc, ça a supposé une remise en cause de nos références culturelles. On n'a pas vécu ça, jamais. Et ça a mobilisé beaucoup de volontarisme. Donc, je pense qu'on est au point là, non seulement pour gérer cette crise, mais pour préparer le déconfinement. Je pense que vous êtes déjà dans l'après-confinement, dans le déconfinement. Est-ce que vous vous y préparez? Est-ce que vous avez une relation? Est-ce que vous partagez avec les pouvoirs publics? Aujourd'hui, nous partageons avec tous nos autres collègues de la distribution, avec Intermarché, avec Lidl, avec toutes les grandes enseignes, y compris celles qui vont rouvrir. Là, je vous téléphone du siège des centres Leclerc à Ivry, et le siège d'à côté, c'est celui de Fnac Darty, où Enrique Martinez, le PDG, prépare la réouverture des Fnac Darty. Donc oui, on travaille ensemble, on a des WhatsApp ensemble, on a des sites ensemble, nous avons des réunions téléphoniques et vidéo avec Bercy, avec Bruno Le Maire, avec Didier Guillaume, avec Agnès Pannier-Runacher, et nous avons avec toutes les administrations des échanges. Donc le 11 mai, on y travaille. Principalement, les règles sanitaires qui étaient des contraintes vont devenir aujourd'hui des atouts. Il va falloir sécuriser les consommateurs, ça c'est clair. Donc le masque, les règles barrières, les distanciations, tout ça c'est un acquis du monde de demain. Après, ce qui va changer, ce sont les modes de consommation. Est-ce qu'il va y avoir une libération du désir, une libération de l'envie? Je pense que oui, psychologiquement, mais que les règles de circulation et de déconfinement vont empêcher cette expression. Donc, il y aura aussi de la frustration.
Et puis enfin, il va y avoir un enjeu majeur de pouvoir d'achat parce que autant l'État a fait ce qu'il faut sur le plan macroéconomique, plus de 9 millions de chômeurs partiels, c'est l'État qui a pris ça en charge, mais il n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir payer tout ça. Et l'inquiétude qui en résulte dans les petites entreprises, chez les indépendants et même chez les salariés, font que nous ne savons pas trop quel sera le scénario de sortie de crise pour les consommateurs, vécu par les consommateurs, mais le thème du pouvoir d'achat va être essentiel. Et effectivement, on dit que demain ne sera plus jamais comme avant. Alors, dans la forme, demain ne sera pas comme avant, mais il y a aussi Monsieur Le Drian, le ministère des Affaires étrangères, qui change un petit peu la phrase et qui nous dit dans Ouest France il y a quelques heures, faisons en sorte que demain ne sera pas pire qu'avant. Parce que le confinement a généré des frustrations, des envies. Il faut imaginer quand même les millions de foyers français qui sont en famille dans 40, 50 mètres carrés, quoi. Donc, il va falloir avoir une offre commerciale pertinente, mais il va falloir aussi avoir beaucoup de psychologie parce que tout le monde n'aura pas le pouvoir d'achat de ses désirs. Et je pense qu'il ne faut pas repartir dans une guerre des prix inconsidérée entre enseignes. Il ne faut pas repartir dans une relation industrie-commerce trop conflictuelle. Ces solidarités que nous avons créées, il faut les mettre à profit pour générer un projet collectif qui soit d'abord un projet de réassurance sanitaire et réassurance relationnelle même. Vous voyez, et donc la communication va être un enjeu majeur de ce déconfinement. Alors justement, vous parliez de l'après, de la guerre des prix, de la concurrence. Ça me permet de faire un lien. Donc, je montre à nos chers téléspectateurs, auditeurs, le dernier numéro de Force qui vient de sortir, avec Michel-Édouard Leclerc donc en couverture, ainsi qu'un article à l'intérieur. Une de nos journalistes a passé 24 heures avec Michel-Édouard Leclerc, et le titre de cet article, c'est Michel-Édouard Leclerc, l'homme qui résiste au GAFA. Donc, si on parle un peu plus de stratégie, donc effectivement, l'après, il faudra faire attention au prix, mais les GAFA, pour ne pas en citer quelques-uns, les Amazon, j'en passe, et des meilleurs, luttent beaucoup sur les prix. Comment vous vous positionnez? Comment vous faites justement pour lutter contre ces GAFA? Alors, je lutte contre les GAFA au sens où quand ils deviennent marchands, avec un modèle économique concurrent, ben évidemment, je ne vais pas leur laisser prendre la place que nous avons prise. Donc, notre promesse commerciale, nous allons l'affiner pour être meilleure que celle d'Amazon ou du web commerce en général. Mais c'est un challenge. C'est un challenge où tous les coups ne sont pas permis, avec des règles du jeu, il y a des discriminations de concurrence. Mais donc, Amazon, de ce point de vue, est un concurrent. Et donc, oui, je ne laisserai pas faire. Leclerc, face à Amazon, c'est Leclerc qui gagnera. Par contre, ouais, je le prétends. En revanche, les GAFA, ce sont aussi des applications, ce sont des solutions. Et donc, une partie de l'offre de services des GAFA, je vais apprendre à faire avec, apprendre à parler avec vous à travers Internet, à parler avec les clients à travers Internet, à valoriser l'offre, à dialoguer, à ne pas faire simplement de la publicité verticale avec une relation voici mon offre, je vous la propose. Il va falloir être plus à l'écoute des consommateurs. Et là, je vais faire du judo avec les GAFA, je vais composer avec, je vais devenir GAFA. Les centres Leclerc vont devenir GAFA, au sens où, au fond, nous sommes concurrents sur les promesses commerciales, mais nous devons accélérer notre apprentissage sur tous les moyens technologiques qui vont structurer la relation client. Voilà, j'ai répondu un peu à la Sciences Po, là. Oui, mais ça va être comme ça. Alors, plus concrètement, je crois que déjà, vous êtes plutôt bien parti dans cette course, puisque vous avez les drives Leclerc qui ont une part de marché non négligeable en France, je dirais 20-30% sur la partie drive, c'est ça?
Les drives Leclerc représentent aujourd'hui 45% de part de marché français. Le drive a été introduit en France par le groupe Mullier. Je ne sais plus si c'est Auchan ou Chronodrive, qui sont deux enseignes du groupe Mullier nordique. Mais il l'avait laissé un peu végéter et nos adhérents ont su exploiter ce concept pour faire du drive véritablement le vecteur de notre croissance jusqu'à il y a 2 ans. Aujourd'hui, le drive est le vecteur de notre offre digitale. Néanmoins, nous sommes arrivés en haut d'une courbe d'exploitation de ces drives. On ne peut pas en ouvrir non plus. On remplit le marché. Enfin, 45%, c'est déjà énorme. Donc maintenant, on décline à travers des drives piétons, des relais piétons, pour aller dans le cœur des villes. Et là, c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas de centre Leclerc dans Paris, il n'y avait pas de centre Leclerc dans Marseille, dans Lyon. Donc, c'est un marché nouveau. Ce n'est pas qu'une bataille de partage de parts de marché, il y a de la conquête à faire. Mais notre grand développement demain, ça va être aussi le web commerce, la livraison à domicile, y compris sur le non alimentaire, où là, effectivement, c'est un facteur de différenciation très fort par rapport à Intermarché, Système U, Lidl ou Aldi, qui sont des enseignes qui restent terriblement alimentaires. Donc, vous voyez, la technologie qu'on doit adapter, qui doit être un vecteur multicanal, on va être présent sur toutes les offres, mais ce qui va nous différencier, c'est l'élargissement d'une promesse commerciale qui était très alimentaire et qui va s'ouvrir de plus en plus aux espaces culturels, au bricolage, à la beauté, à la parfumerie, au service d'une manière générale. Leclerc Voyage, et Dieu sait si on va souffrir avec la crise du tourisme comme les autres, Leclerc Voyage, aujourd'hui, c'est quand même un tiers de vente en ligne. Donc, vous voyez, ce sont quand même des secteurs nouveaux de la consommation sur lesquels nous voulons investir. Alors, et comme vous le disiez tout à l'heure, l'après 11 mai, la période du déconfinement, le nerf de la guerre, c'est aussi la communication. Et à ce titre, je crois que vous êtes plutôt pas trop mauvais en termes de communication. Et récemment, je crois pour la 2e année consécutive, vous êtes l'homme le plus influent sur le réseau LinkedIn devant notre président Emmanuel Macron. N'est-ce pas? C'est flatteur et ça flatte l'ego. Ce que je souhaiterais personnellement, c'est que les autres collègues chefs d'entreprise qui ont toujours eu peur d'aller dans les médias, chefs d'entreprise de l'industrie, du secteur des services, qui ne trouvent pas la place dans le média spectacle qui est devenu au fond la télévision, moi je souhaite qu'ils s'investissent comme moi ou avec moi, avec aussi Dominique Schulcher, avec même Emmanuel Faber de Danone et d'autres, qu'ils viennent par les réseaux sociaux dire combien ils font de bons produits, combien l'entreprise est utile à la société, de manière à ce qu'on puisse incarner l'utilité sociale de nos entreprises. L'économie française a besoin de visage. On est tous très forts en macroéconomie. On a beaucoup de débats de macroéconomie, mais pour populariser l'entreprise française, il faut des visages. Et sur les réseaux sociaux, j'invite les chefs d'entreprise à venir sur LinkedIn, à venir sur Facebook, à venir sur Instagram, dire leur plaisir, dire leurs équipes, raconter leur aventure. Je pense que c'est vraiment très important. C'est ce que vous faites à travers vos magazines, que ce soit papier et aujourd'hui vidéo. Vous donnez à voir une économie qui bouge, qui grouille d'idées, qui est créative. Le public français est assez anti-économique. Il rechigne à la chose économique. Il suffit de regarder la pauvreté des revues économiques ou même des émissions économiques à la télévision. Vous voyez, il faut renouer avec le grand public et les réseaux sociaux permettent aux chefs d'entreprise, en maîtrisant leur communication, de tenir un discours beaucoup plus populaire
et avec une maîtrise de ce discours. Donc, enfin, rien n'est sans risque. Mais enfin, vous voyez là, dans ce qu'on fait tous les deux, là, vous me permettez de m'exprimer. Sur un plateau de télévision où il y a 10 personnes, sur une télévision en boucle, c'est vachement dur, quoi. On est tout le temps coupé. Faut avoir du métier. Moi, j'ai appris ça pendant 40 ans, mais je comprends que ça fasse peur. Alors que si on est sur le réseau social, on peut, je pense, apprendre à la technique, à maîtriser la parole, et c'est vraiment essentiel. Et notamment dans la période de relance économique où l'entreprise va devoir donner confiance sur les mesures qu'elle a prises, sur la qualité de ses produits, le réseau social est un atout. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, parce qu'on parlait de communication. On dit aussi souvent que vous êtes l'homme qui murmurait à l'oreille des millennials. Les millennials, c'est des gens qui sont importants pour nous. Dans ce dernier numéro, pour la deuxième année consécutive, on a mis en avant les Under 30, le palmarès des jeunes de moins de 30 ans qui innovent, qui font bouger les lignes, qui déploient l'économie, qui font briller l'économie française à l'international. Vous pensez quoi de cette jeune génération d'entrepreneurs? On a de la chance en France, et vous l'avez montré dans Force France, d'avoir une génération là, entrepreneuriale complètement renouvelée, très adaptée aujourd'hui à cette économie de mutation, mondialisée, de digitalisation, etc. Mais là aussi, oserais-je préconiser qu'à travers le langage et qu'à travers les comportements, ces nouveaux leaders, ces grands pionniers, n'oublient pas qu'ils vendent quelque chose. Ils le vendent ou ils le donnent, ils rendent service à un public qui est plus large que leur monde. Et donc, il ne faut pas maintenir cette coupure entre le monde de TF1, le monde de RTL et le monde des réseaux sociaux geeks. Donc, autant des gens comme moi, on doit aller sur les réseaux sociaux, quitte à apprendre ce langage-là, autant la jeune génération des start-upers, des scale-upers, il faut qu'ils apprennent à adapter leur langage au grand public qui sont leurs usagers. C'est très important qu'il n'y ait pas segmentation, séparation, conflit entre le nouveau et l'ancien monde, parce qu'on ne forme qu'un seul monde. Et pour moi, par exemple, la manière dont les PME françaises se sont entendues dire il y a 5 ans que l'emploi passera par eux, que c'est eux la survie de la France et qu'aujourd'hui tout ce monde-là des chefs d'entreprise PME sont dégommés parce qu'on ne les appelle pas start-up, ben, je trouve que c'est une démobilisation gratuite et inutile. Donc la jeune génération, elle est forte et s'il vous plaît, vous les jeunes, vous les battants de demain, ceux qui allaient tirer l'économie française, n'oubliez pas que l'important n'est pas l'entre-soi, l'important, ce n'est pas la récompense entre nous. L'important, c'est de convaincre le grand public qu'on est à notre service. Toujours cette idée-là. Vous voyez, j'ai été éduqué chez les bons pères. Je voulais être missionnaire quand j'étais adolescent. Mais je pense que ce sens de l'entreprise missionnaire, de l'entrepreneur missionnaire, nos jeunes start-upers doivent l'acquérir. Et pas simplement tenir le discours du business. Voilà, ça, c'est un vrai conseil que je donne. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci Michel-Édouard Leclerc pour cet entretien. Eh bien, merci à vous, Dominique, et je suis très content d'avoir inauguré cette séquence d'entretien. Donc, chers lecteurs, internautes, vidéospectateurs, merci à vous de nous avoir suivis pour cette première émission vidéo Forbes Personnalité. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.